Et très content de vous retrouver pour le 341e épisode du Coup Tordu, probablement sur la route des vacances, un grand week-end de chassé-croisé pour le 341e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on parle de vélo, ici on parle de cyclisme. Le Coup Tordu, bien évidemment, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. On est sorti du Tour de France et dans le Coup Tordu, on aime se projeter vers l'avant et le calendrier World Tour continue. On se retrouve pour la preview de la Classica San Sébastien qui a lieu ce samedi 2 août 2025. Une course toujours ultra intéressante à analyser, la croisée des chemins entre ceux qui préparent la Vuelta, ceux qui sortent du Tour de France. On va parler de tout ça, on va le décortiquer, mais pour cette preview, il est là, il est avec vous dans la place, le plus passionné des passionnés, Monsieur Thibaut alias Latib. Comment va mon Thibaut ? Il va très bien. Eh ben parfait Thibaut, parfait. C'était comment la butte ? Parce qu'on t'a vu dans la butte Montmartre et alors il s'est passé un truc sous tes yeux, un truc qui est aussi rare qu'une éclipse de lune ou une éclipse de soleil. Un exploit fantastique. Wout van Aert larguant Tadej Pogačar, tu peux pas savoir comment ça m'a fait plaisir. Tu devais être de tes yeux vus, t'es à l'endroit où il le largue en fait. Ouais, je pense que la butte Montmartre c'était un peu lourde. J'ai vu un miracle. Effectivement Thibaut. Tiens, justement pour attaquer ce podcast, je voulais qu'on parle rapidement des prize money du Tour de France. Il y a eu quelques articles qui sont sortis un petit peu sur le business d'ASO. Toi, alors on rappelle Tadej Pogačar qui est celui qui a gagné le plus d'argent sur le Vingegaard, mais c'est quasiment divisé par 3. Alors on rappelle, même si ça paraît être des sommes astronomiques, on rappelle qu'on divise par 9. Il y a une part pour chaque coureur, plus une part pour le staff, et de manière générale aussi, celui qui gagne le Tour de France, généralement, il lâche sa part pour qu'il y ait une part de moins. Victoire sur une étape, c'est 11 000 euros. Toi, t'as un avis sur tout ça ? Je préfère me taire, sinon je vais être insultant. Pourquoi tu vas être insultant ? Quand tu vois la part du gâteau que se ramasse ASO et que depuis des années le bénéfice augmente mais que le prize pool lui ne suit pas, si on avait suivi quand même cette espèce d'inflation et cette spirale positive, on devrait être à plus. Donc je pense que du côté d'ASO on en prend un peu trop et je sais pas, c'est comme si en fait on rémunérait un salarié au SMIC d'il y a 10 ans quoi. Alors c'est intéressant qu'on en parle dans le Coup Tordu parce que, et c'est quelque chose que je comprends tout à fait, c'est que les diffuseurs officiels du Tour de France ne peuvent pas aller dans ce débat-là vu que ASO leur donne les droits télé du Tour de France. Donc si tu commences un petit peu à rentrer dans la tronche d'Amaury Sport Organisation, évidemment ça peut poser problème. Mais nous on est complètement libre dans le Coup Tordu, on peut le faire. Évidemment c'est pas l'équipe. Et puis évidemment c'est pas l'équipe qui va t'en parler, voilà. En sachant que ça fait partie de la filiale Armourir Sport. Oui, non, mais c'est Amaury Sport, c'est l'équipe, c'est le marathon de Paris, c'est le Paris-Dakar. Je crois que le bénéfice, c'est combien, 140 millions d'euros par an, un truc comme ça ? Je sais plus, je ne voudrais pas te dire de conneries sur le chiffre exact, mais oui, on est sur des centaines de millions. Oui, et surtout un bénéfice net, je crois qu'on s'approche des 40%. C'est 40% de bénéfices. Donc stratosphérique. Ouais, c'est stratosphérique. Vous fouillerez sur YouTube. Moi, j'ai vu un excellent reportage sur un excellent sujet sur le business d'ASO, sur tous les sponsors, un petit peu comment c'est constitué ASO, à savoir que le Amaury, c'était qui rachète le Tour de France après la guerre, c'était un résistant. Donc je crois que c'est la femme de son fils qui est à la tête du truc. Elle a 83 ans. Son surnom c'est Madame Picsou, mais à un moment donné, quand on voit quand même le business du sport, alors les coureurs sont pas rémunérés, je pense qu'ils ne misent pas que sur les primes pour être rémunérés, on n'est pas dans le tennis, mais à un moment donné, une victoire sur le Tour de France, pour tout cycliste, une victoire d'étape, c'est pour la plupart des coureurs le rêve d'une carrière, va falloir un petit peu rémunérer ça un petit peu plus que 11 000 balles, on peut pas en permanence avoir le beurre et l'argent du beurre, et quand on voit la répartition de la manière dont elle est faite, mine de rien, le problème c'est qu'à la fin ça vient légitimer presque un projet comme One Cycling. Alors évidemment, ils sont pas
ils sont peut-être pas plus vertueux, mais le problème c'est que en ne redistribuant pas suffisamment de cette manière, ils laissent la place à d'éventuels concurrents. Ouais, et puis c'est un sport ingrat, et c'est un sport ingrat très mal payé, on va pas se le cacher, hein. Oui, il y a des salaires qui sont très intéressants en tant que cycliste professionnel, mais dans le monde du sport, pour les sacrifices que ça demande, pour l'effort que ça demande, c'est très mal payé. Ouais, et puis surtout que c'est l'événement sportif annuel le plus regardé dans le monde. Et puis les grands cyclistes, ils ont aussi des puissances sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est des sportifs, c'est des stars à part entière. Effectivement, il y a l'effort consenti, mais il y a aussi l'écho médiatique populaire. On le voit notamment sur le Tour de France. Donc effectivement, ça mérite quand même que ASO fasse un petit effort et franchement doubler les primes des coureurs sur le Tour de France. À mon avis, c'est pas ça qui saignerait énormément le chiffre d'affaires d'Amaury Sport Organisation. Font des choses très bien, mais voilà, quand c'est un peu moins bien, on le dit également. Thibaut, on va rester un petit peu dans le même sujet, toujours dans les grosses monnaies du sport. Je t'avais pas eu à ce sujet. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'investissement donc Decathlon qui va rejoindre le groupe, je crois le groupe Altis, là où il y a BFM, RMC, donc qui vont s'associer, vont mettre des millions et des millions sur la table. Ils l'ont annoncé. Objectif Tour de France 2030 avec Paul Sexas et Paul Sexas qui devrait être logiquement l'an prochain sur le Tour de France. Est-ce que tu trouves que c'est bien, toi personnellement, d'avoir comme ça un sponsor, une équipe? En plus, ils rachètent la structure, hein, donc c'est la famille Mullier, ça va vraiment leur appartenir, un peu comme Cofidis. Est-ce que tu trouves ça bien qu'on annonce les ambitions, ou comme certains, ça te fait un peu peur d'aller mettre une pression phénoménale sur un garçon de 18 ans, aussi talentueux soit-il? Je suis du deuxième bord en sachant que ça me fait peur à moi parce qu'on sait que Paul Sexas est en contrat encore 2 ans, mais après, est-ce que on revalorise le contrat et on refait signer Paul Sexas, ou on sait qu'il est courtisé notamment par les Emiratis et on risque de le voir s'envoler? Construire un projet sur la durée avec Paul Sexas, c'est bien, construire jusqu'en 2030, mais faut être assuré que Paul Sexas aille jusque-là. Et là, j'ai quand même des petits doutes à ce sujet. Parce que les Emiratis ont déjà voulu le signer quand il était dans la dévo des Decathlon. Ça s'est pas fait parce qu'ils n'avaient pas de place dans la World Tour, mais ils lui proposaient quand même une offre très intéressante en dévo de manière financière. Là, honnêtement, ils peuvent faire de la place dans la World Tour. Et en termes de budget, en termes d'offres, on est sur des chiffres qui sont stratosphériques. Donc, si tu choisis le côté sportif, le côté argent, honnêtement, peut y avoir des deux côtés un penchant pour les Émiratis. Hein. Ouais. Et puis en plus, l'avantage de rejoindre les Émiratis, c'est que s'il les rejoint dans 2 ou 3 ans, Tadej sera encore sur le vélo. On sait qu'on aime bien empiler les talents, donc ça, on va dire, ça retire un petit peu de pression pour avancer. Le problème. Ouais, et puis il y a le discours de Tadej qui est à horizon 2028, un peu plus pessimiste pour la suite. À voir, tu vois, mais bon, on voit que l'empilement de talent peut être assez problématique avec le cas Ayuso, mais quand même, si tu veux être dans la meilleure équipe du monde, celle qui tourne le mieux, est-ce que tu vas du côté de Decathlon qui est en train de se construire en prenant le pari sur l'avenir, ou est-ce que tu vas vers une potentielle valeur sûre en fait? Moi, alors c'est pas, j'ai pas encore un avis définitif et tranché sur le bonhomme. Moi, j'aime bien m'intéresser un petit peu aux mecs qui sont à la tête des équipes. J'ai un peu de mal avec Dominique Sariès. J'ai un peu de mal. Alors, c'est pas, j'ai pas de choses précises à lui reprocher. Hein. Là, on est vraiment dans les goûts et les couleurs. Mais nous tous, en tant que passionnés de vélo, on aime quand ça pue le vélo. On aime quand ça respire le vélo. Tu vois, Marc Madiot, ok, ça gagne pas, mais c'est une partie de l'histoire du cyclisme. Marc Madiot, c'est que ça gagne ou ça gagne pas, on est sur la même planète, tu vois, on est dans le même monde. Alors évidemment, nous à la nôtre et lui à la sienne, mais on parle le même langage. Jean-René Bernaudot, on parle le même langage. Et j'ai même envie de dire, même Cédric Vasseur, avec tous les défauts que je lui trouve,
on est aussi, tu vois, on arrive à, tu vois, à sentir le truc. Et puis, bon, je pourrais aussi parler de manager à l'étranger. Ce Series, il vient du rugby. J'ai l'impression qu'en fait, demain, il sort de Décathlon, il pourra aller gérer l'Olympique Lyonnais, c'est pareil en fait. Et moi, j'ai dans mon ADN à moi, voilà, j'aime bien quand les mecs qui gèrent des boulangeries, j'aime bien que ça soit des mecs qui aient pétri le pain quand ils étaient jeunes. J'aime bien qu'on ait des spécialistes pour gérer les spécialités. Et le deuxième truc qui me gêne avec Series, alors il y en a peut-être qui ont lu un livre de Sir Alex Ferguson qui s'appelle Manager pour gagner. Et Ferguson, et moi je suis étonné qu'ils fassent cette erreur. Ça se trouve, ils ont gagné le Tour de France en 2030 avec Paul Sexas et on pourra me ressortir ce podcast-là et se passerait pour un connard. Terminé, c'est pas le souci. Mais Ferguson, il explique un truc dans son bouquin, c'est que chaque fois dans le foot ou dans le sport que un président arrive et dit on veut tant de points à tel moment, on veut tant de qualifications en Ligue des Champions sur tant d'années, on veut tel objectif, à chaque fois c'est mort. Je vous donne un exemple précis, rappelez-vous Gervais Martel, les plus anciens s'en rappellent, enfin les plus anciens, voilà, moyennement anciens, fin des années 90, le RC Lens, année de la victoire de la Coupe de France, de la Coupe du Monde 98, le RC Lens est champion de France, et Gervais Martel, il dit on veut 2 qualifications en Ligue des Champions tous les 5 ans. À partir de là, c'était le début de la fin en fait. Et ce qui explique en fait Ferguson, c'est que un projet, tu le construis heure après heure, jour après jour, match après match. C'est la caricature. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres. Donc cette idée de dire on va gagner le Tour avec Sexas en 2030, je trouve que, alors apparemment il est bien câblé, Paul Sexas, mais je trouve que c'est mettre une pression sur un gamin de 18 ans, mais une pression mais abyssale. C'est tout ce que ça entraîne derrière. Encore, il serait arrivé, il dirait bon les gars, on a 5-6 leaders potentiels machin. Mais on sait aussi que le groupe Altis, ils viennent mettre du blé parce que ils se disent si un Français gagne le Tour de France, ça va être un tremblement de terre incroyable. On n'a pas vu ça depuis 1985. Donc ils ont envie d'être de la partie, ils ont envie d'être invités au buffet du truc. Ce que je comprends. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit, et encore une fois, j'espère me tromper, je suis pas sûr que ça soit le meilleur chemin pour y parvenir. Probable. Enfin, ouais, moi aussi, j'aime pas trop cette pression sur les épaules d'un gamin qui n'a seulement que 19 ans, mais bon, il a quand même la tête sur les épaules et de très hautes ambitions. Et surtout, ça reste l'un des phénomènes. Donc, ça s'explique aussi que un des mastodontes français veuille investir dedans. Ah oui. Maintenant, je pense que quand t'investis plus. Alors, il doit y avoir de ça aussi, mais autour d'un projet collectif. Mais oui. Après, oui, il y a aussi, il y a aussi la pépite autour. Mais il devrait, je pense, relâcher un peu la pression autour de Sexas. Oui, on veut gagner le Tour de France d'ici à l'horizon 2030. Voilà, on a Sexas, c'est une option, mais il y en a d'autres. Tu vois, moi, je noierais un petit peu le poisson de cette manière. Et rapidement, Thibaut, avant d'attaquer la Classica San Sébastien, moi je voulais revenir sur, je voulais avoir ton avis aussi sur les propos de, alors moi je suis pas tranché là-dessus, de Cédrine Carbaol, Tour de France féminin actuellement, donc qui a eu, vous êtes tous au courant, qui a expliqué qu'elle voyait des coureuses qui étaient trop maigre, bon limite, allez, entre les mots, elle parle carrément d'anorexie chez certaines coureuses qui pourraient avoir des conséquences dramatiques dans leur vie future. Est-ce que toi tu trouves que c'est bien qu'elle profite de l'exposition du Tour féminin pour justement prendre la parole médiatiquement, ou justement au contraire, j'ai envie de dire qu'on se retrouve dans la plus belle vitrine possible pour le cyclisme féminin et que là elle vient peut-être c'était peut-être pas le moment d'aller dire ça, peut-être, j'en sais rien, je sais pas du tout, sachant que ça peut être aussi un petit peu contre-productif pour son sport. Peut-être que des gamines qui seraient intéressées pour se mettre au vélo, peut-être que des parents se diront attention, c'est dangereux. Toi qu'est-ce que tu encore une fois, je te pose la question, moi je suis pas hyper tranché là-dessus. Je pense qu'elle sait mieux l'impact que ça a sur le corps féminin que moi je ne peux avoir une opinion dessus. Donc quand elle parle de ça, c'est un sujet qui est sensible et pourquoi pas profiter de la vitrine du Tour de France pour le faire. On voit les femmes qui se professionnalisent de plus en plus et qui se rapprochent du modèle masculin. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Là, il y a de potentiels débats à avoir, mais sur les conséquences sur la santé physique
à moyen et à long terme sur les coureuses, je pense que c'est bien de prendre la parole parce que c'est aussi c'est des sportives avant tout, mais avant d'être des sportives, faut rappeler que ce sont aussi de futures mères de famille. Pour certaines, hein. Après, il y en a aussi qui peuvent faire le choix, et c'est tout aussi respectable de ne pas avoir d'enfants. Hein. Il y en a de plus en plus, hein, d'ailleurs, hein, qui font ce choix-là. Mais ouais, effectivement, ouais, un petit peu. Mais surtout qu'en plus, il y a pas beaucoup encore. Il y a un petit peu d'argent dans le vélo, mais il y a pas encore une monétisation de ouf, donc c'est pas encore incroyable par rapport, je trouve, aux efforts qu'elles fournissent. Ok Thibaut, bah écoute, on va passer sur la preview de la Classicoa. Je te laisse la main sur le parcours. Alors il y a pas mal de modifications par rapport aux années précédentes. Ouais, c'est ça. Et sur les 44 éditions qui se sont et qui vont se passer, puisque c'est la 44e, je vais te l'apprendre, c'est l'édition qui sera la plus courte de l'histoire. Devant l'édition de 2015. 2015 qui avait, laisse-moi aller voir, 219 km. Donc, on est sur l'une des plus courtes éditions, l'une qui aura du coup le moins de dénivelé positif et sur un parcours qui est assez quand même traditionnel. La grande différence se situe en fait entre l'Alquiza et le premier passage sur la ligne où tu as un terrain qui est peut-être un peu moins vallonné que d'habitude, mais après on retombe sur du classique, on va dire, avec le Jesquilbel, l'Erlet et le Murgil qui refait son retour l'année dernière, qui avait été un peu modifié et abandonné, et il fait son grand retour sur cette édition. Donc on est sur un final quand même assez classique et traditionnel de ce qu'on connaît de la Classicoa San Sebastián. Important, un petit mot de la météo. Beau temps, chaleur. On est sur des températures qui sont quand même supportables, largement, puisqu'on est sur du 22 degrés, et sur un vent relativement assez léger, vent de nord, 10 km/h. Pas vraiment d'influence sur le parcours. Un vent qui devrait pas véritablement influer sur le scénario de la course. Alors, ouais, surtout que sur les parties transitoires, en fait, il sera majoritairement de côté, tu vois. Donc, ouais, ça joue pas. Il sera peut-être un peu plus défavorable dans un col dont le sommet, le Jesquilbel, est un peu plus découvert, et sur le Murgil, mais le Murgil est entièrement couvert. Donc, il n'y a pas de grande influence dessus. Est-ce que tu te rappelles l'année dernière, parce que on m'a demandé pourquoi on sortait le podcast si tard, est-ce que tu te rappelles la mésaventure qui nous est arrivée, Thibaut, sur le podcast de l'année dernière, sur la Classica? Pas du tout. Eh ben écoute, on fait le podcast avec Enzo, hein, je crois qu'on était réunis tous les trois, et on avait fait le podcast l'avant-veille, et la veille de la course, la Visma nous sort Jonas Vingegaard. Ah oui. Et donc la preview, voilà, le podcast, on pouvait faire ça, on pouvait le mettre à la poubelle. Et on a bien fait de sortir ce podcast et d'attendre un petit peu, parce que dans le cours de la journée, la Bora nous a sorti Primož Roglič. Voilà, tonton Roglič, et bien évidemment qui sera l'une des pierres angulaires de la course. On va commencer, Thibaut, par l'échappée matinale, cher aux amis qui jouent sur Side Limit, un jeu de fantasy. D'ailleurs, on m'a aussi posé la question, me demander pourquoi j'avais parlé un petit peu moins de Side Limit pendant le Tour de France. Je vous avoue, voilà, alors même si c'était version bêta sur l'appli, le jeu qu'on a... D'ailleurs, Thibaut, félicitations pour ta 3e place en Ligue 4 sur le Tour de France. C'est toi qui me l'as appris. Hein. Ah bah bravo, parce que la Ligue 4 en plus, c'est vraiment la plus dure. Je l'avais pas vu. La Ligue 4, c'est l'équivalent des qualifs de Roland Garros. Pour en sortir, faut se lever de l'heure. Surtout que celle-ci, est-ce qu'il fallait pas, fallait pas changer les joueurs chaque jour? Non. Sur cette Ligue 4, tu faisais ta ligue dès le départ et tu jouais avec sur tout le Tour de France. Parce que j'ai absolument rien touché.
Ah oui, non, c'était une fois que le tour était parti, tu pouvais pas. En revanche, il y avait un deuxième jeu sur l'appli où tous les jours on changeait, on renouvelait son équipe. Voilà, une sorte de fantasy au quotidien. On pouvait mélanger ses propres coureurs avec des coureurs de la start list dans une certaine limite. Et pourquoi j'en ai moins parlé? J'avoue que l'histoire de collusion avec des managers qui se sont arrangés pour échanger des cartes et pour pouvoir bénéficier au maximum de Jonas Vingegaard et de Tadej Pogačar, sachant qu'évidemment c'était des coureurs clés sur toutes les histoires sur toutes les étapes de montagne pour entre guillemets doubler les chances. Alors au départ je m'étais dit bon, c'est une histoire de 10 balles. Non, à la fin c'est pas une histoire de 10 balles, c'est une histoire de 40-50 balles avec des rewards en plus. Donc j'avoue que je l'ai eu un peu mauvaise. Alors encore une fois, version bêta, je pense qu'il y aura des règles pour la suite. Je trouve que l'idée même du jeu, du principe, je trouve que c'est bien. Je trouve simplement que, voilà, je m'étais exprimé, je vais pas le redire là-dessus, mais je trouve qu'on a été ultra méga laxiste du côté de Side Limit, et je trouve que les managers qui se sont engouffrés là-dedans, franchement, je trouve que c'est pas l'esprit du jeu tel qu'on le vit ensemble depuis 2 ans et demi. Bien évidemment, chacun a envie de gagner, c'est normal, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Donc j'avoue, ça m'a un peu gonflé. Et s'il y a encore des trucs comme ça, moi je vais arrêter de faire la promo de Side Limit dans le coup tordu. Vous allez vous démerder entre managers, voilà, et puis vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Ça se trouve, le jeu va très bien vivre sans que j'en parle dans le podcast, hein. C'est pas moi, j'y crois toujours évidemment, mais ça doit venir aussi, c'est pas que de Valentin, ça doit venir aussi de la part des managers de bien se comporter, et quand il y a une possibilité de gruge ou de marcher sur les autres, c'est à chacun de. Moi je l'aurais pas fait en fait. Voilà, je l'aurais pas fait, donc j'ai pas trouvé ça bien, mais bon, voilà, encore une fois, version bêta, c'était un test, donc voilà, je pense que tout ça sera réglé pour la Vuelta dans la joie et dans la bonne humeur. Thibaut, donc voilà, pour ceux qui disent que je suis en collab avec Side Limit, voilà, vous avez la preuve que non. Mais voilà, encore une fois, je reste sur le principe, ça reste mon jeu, voilà, ça reste mon jeu de prédilection, et j'aime bien quand ça se passe bien dans la joie et dans la bonne humeur. Thibaut, tu vois qui toi pour prendre l'échappée matinale, parce qu'on rappelle que sur Side Limit, il faut avoir des électrons libres et trouver des mecs qui prennent l'échappée matinale. Faut soit partir sur des coureurs de la Cairn, soit sur les Euskaltel qui sont à domicile. Ah oui. Côté Cairn, je partirais bien sur Diego Uriarte, qui va quand même pas mal à l'avant. Et là, chez Euskaltel, honnêtement, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc ouais. Murgalde, pourquoi pas. Toi, à la Burgos, moi, le petit Carlos Garcia Pernia, le frère de Raoul qu'on a vu sur le Tour de France, moi, tu vois, il aime bien prendre les échappées sur des parcours un petit peu bosselés. Donc moi, j'aime bien Carlos Garcia Pernia, et qui j'avais vu également encore qui pouvait, après à la COF, Simon Kerr, il aime bien tenter les coups de loin aussi, hein. Ça peut être une option. Alors là, il y en a un qui est une énigme à la Cara Oral, notre ami l'américain Tyler State, qu'on suivait parce qu'il était Wenzel à la Cairn Pharma. Franchement, je suis d'accord avec toi pour Ibon Ruiz, mais le petit Wenzel d'ailleurs, qui est le seul étranger de l'équipe Cairn, qui est un luxembourgeois, pareil, qu'on suit, il était à la Léopard il y a 2 ans, plutôt à la base vice-champion du Luxembourg espoir de cyclocross, le cyclocross cher à Steve Chenel. Le petit Mats Wenzel, après c'est peut-être un petit peu plat au niveau du démarrage pour ses qualités, et la Caroura aussi. Et puis, ouais. Je mettrais quand même une primeur sur les Espagnols, quoi. Ouais. Puis particulièrement sur les Basques. Ils sont chez eux, quoi. Ouais. Non, t'as raison. Ouais, c'est ça. T'as raison. Ça devrait plutôt, faut plutôt cibler non seulement plus que des Espagnols, faut cibler des Basques. Thibaut, le scénario de la course. Alors pour toi, qui est un petit peu on va dire le pied sur le ballon, et qui va un petit peu définir le scénario de cette course. Les dictateurs. Oui, forcément, c'est eux qui ont la clé de la course. Et, ils ont ramené les Avengers. Hein. Il y a pas Poggi, mais bon, voilà quoi. Enfin, ils ramènent toute une équipe autour de Del Toro et Ayuso, et quand tu vois la forme de Del Toro à la reprise, au début du mois, ça fait quand même souvent mouche, hein, du côté de l'Autriche. 3 victoires d'étape, le général. Direct après, ça rembraye du côté de l'Espagne. Victoire, 2e place. Et la 2e place encore, il a donné à Arrieta. Ouais, il est dans une forme tonitruante.
Ah ouais, non. Littéralement, c'est l'épouvantail. Ouais, non, mais l'équipe fait peur. Hein. Arieta, Ayuso, Jan Christen, Alessandro Covi, Del Toro, Damen Novak et Jevine. De manière claire, nette et précise, à part Damen Novak, les 6 autres peuvent gagner, quoi. Ouais. Enfin, oui. Oui. Ah oui, j'allais dire Jevine y ajoute les descentes sont techniques. Minutes, disons que oui, il peut gagner, mais ce sera probablement lui en évitant les courbes dans une descente et en faisant un tout droit, quoi. Ouais. On prend un raccourci. En prenant le raccourci à la Lance Armstrong à l'ancienne. Alors justement, du côté des UAE, comment ça va s'organiser? Parce qu'on sait que quand le grand patron est là, tout est lissé. Tactiquement, on connaît, on comprend. Quand Tadej est là, quand Tadej est pas là, souvent, tactiquement, on a des 10 masterclass. Alors, on sait que Juan Ayuso a demandé à partir de la team, il a pris un agent pour s'émanciper de son contrat qui est jusqu'en 2028. On vient avec Del Toro qui est la star montante des UAE. Comment on s'organise? Est-ce qu'on redonne un os à ronger à Juan Ayuso où on dit aux gars, bon, le leader aujourd'hui c'est Juan et on essaye de calmer un petit peu le jeu et de le faire croquer sur certaines courses à domicile et aussi sur la Vuelta qui va disputer parce que Pogacar ne sera pas là? Ou est-ce qu'on se dit, vas-y, tu veux te barrer, tu sais quoi, tu veux te casser, on va plutôt te mettre en lieutenant ou en deuxième leader et le mec en forme c'est Del Toro, on part sur Del Toro. Sur Del Toro, je pense qu'il a montré de sacrés gages, littéralement il coche toutes les cases. C'est un bon puncher, il a une pointe de vitesse en comité réduit, c'est un bon grimpeur et c'est un excellent descendeur. Et en plus de ça, c'est un très très bon rouleur, coche littéralement toutes les cases. Donc on va quand même rouler avec des options de rechange, mais je pense que si on doit avoir une carte privilégiée, c'est Del Toro. Hein. Donc pour toi, tu penses que véritablement, du côté des UAE... Après, on peut jouer sur le fait que Del Toro sera un épouvantail pour faire des mouvements de course du côté des Emiratis en gardant Del Toro un peu plus en backup, quoi. Et là, ça peut profiter potentiellement à un coéquipier. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, parce que Ayuso aime bien tenter des moves de loin, ce qu'on avait vu notamment, c'était sur la Flondrome Ardèche classique. Il est aussi capable de taper des raids en solitaire. Alors, des raids en solitaire de 40 bornes, ça reste des exploits monstrueux. Simplement, ça a été complètement banalisé par Tadej Pogacar. Mais c'est des moves qu'on voyait pas énormément il y a encore quelques temps avant Tadej qui lui fait des moves de 80 ou 100 bornes. Mais Juan est aussi capable de faire des gros raids. Est-ce que dans l'avant-dernière ascension, le El Raids, dont le sommet est situé à 43 km de l'arrivée, est-ce que la stratégie des UAE, ça serait pas d'imprimer un gros tempo, d'écraser un petit peu la course pour, on va dire, aller se retrouver peut-être encore à 2 ou 3 dans cette ascension qui est située à 40 bornes de l'arrivée, laisser Juan Ayuso attaquer, laisser les autres équipes faire un petit peu le tempo, surtout si on est un petit peu isolé, pour rentrer ou pas sur Juan Ayuso. Et une fois qu'on sera rentré, si on arrive à rentrer, est-ce que ça serait pas là, à ce moment-là, autour de Isaac Del Toro de jouer et de mettre la balle au fond? Le truc, c'est que est-ce que tu peux jouer à ça en sachant que de toute façon, si tu contrôles pas, si tu favorises une désorganisation, tu as quand même des équipes avec des effectifs qui sont là aussi pour assurer derrière. Quand je vois la composition des Lidl Trek, suffit qu'ils misent sur un coureur et ça peut te verrouiller la course par derrière. Un peu pareil pour la Red Bull Bora-Hansgrohe qui a une équipe qui peut tout à fait suppléer le travail des Emiratis. Donc je pense qu'on a quand même quelques équipes qui peuvent te verrouiller le scénario de la course à une course à l'élimination jusqu'au Murgil, quoi. Alors, on rappelle que pendant très longtemps, cette Classica San Sébastien, donc je le disais en début de podcast, on est un petit peu à la croisée des chemins entre ceux qui sortent du Tour de France et ceux qui préparent la Vuelta. Et très souvent, pour cibler un vainqueur sur la Classica San Sébastien, on prenait plutôt un mec qui sortait du Tour de France. Hein. C'est souvent ce qu'on avait vu, par exemple, l'année où Simon Yates l'avait emporté, mais il y a d'autres exemples. On va dire un type qui terminait bien, qu'on voyait très fort sur la 3e semaine du Tour de France, qui avait peut-être
pas été très en forme sur la première semaine et qui avait perdu du temps en début de Tour de France, qui se retrouve à l'arrivée sur les Champs-Élysées, on va dire, avec un classement général correct, mais qui a pas grand-chose à fêter et qui du coup profitait de la forme de la sortie de Tour de France pour justement faire une bonne Classica San-Sébastien. Alors Remco était venu casser un petit peu parce que c'est ce qu'on retrouvait quasiment tous les ans. Remco est venu un petit peu casser ça il y a quelques années. L'an dernier, je le compte pas parce qu'on était un petit peu en décalage. Il y avait les Jeux Olympiques. Ouais, 3 semaines après. Ouais, mais, voilà. mais par contre, si tu prends ce théorème-là, on avait cette question des coureurs, comment ils allaient réagir au Tour de France sur les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques étaient situés à la même date que la Classicoa d'origine. Ouais, les Jeux Olympiques cette année et les Jeux Olympiques de Tokyo également. Mais t'as juste à prendre le podium, en fait. Le podium, c'est que des mecs qui sortaient du Tour. Et si on prend les 8 premiers des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, les Jeux Olympiques post-Covid, les 8 premiers étaient des coureurs qui étaient sur le Tour de France et qui avaient pris l'avion le dimanche soir après le Tour de France. La course avait lieu le samedi suivant. Ils avaient le décalage horaire et ils étaient à J+6 après l'arrivée du Tour de France. 8 sur 8, sachant qu'il y avait des coureurs qui avaient fait exprès de faire le Giro pour préparer les Jeux Olympiques en se disant que ça serait la meilleure préparation possible. On a vu que la meilleure prépa, c'était les coureurs qui sortaient du Tour de France. Ouais, globalement, en fait, la Classicoa, tu prends sur les 10 dernières éditions, c'est le top 10. Hein. Tu prends vraiment le top 10, c'est composé entre 60 et, ça dépend des années, 60 et 90% de mecs qui sortent du Tour de France, quoi. Donc comme quoi, hein, ce que dit. Mais cela dit, il y a quand même un pattern sur les coureurs qui sortent du Tour de France. Il faut plus qu'ils aient été acteurs pendant les étapes qu'acteurs du classement général. Parce que les coureurs du classement général arrivent parfois à faire quelques petits résultats. On a l'exemple avec Bauke Mollema et Alejandro Valverde qui ont fait maintes fois podium et des victoires en ayant participé au classement général, mais c'est des seuls. C'est des seuls, et pour le reste, la majorité, c'est des acteurs. Et qu'est-ce que j'entends par acteurs? C'est des mecs qui se sont montrés en deuxième, troisième semaine dans ces échappées pour aller chercher soit une victoire d'étape, soit qui se sont vraiment distingués dans la chasse au maillot du meilleur grimpeur. Pogačar avait fait la Classica une année, c'était je crois après sa première victoire ou deuxième victoire sur le Tour de France. Ça a fait un DNF. Et l'année dernière, Jonas Vingegaard qui vient sur la Classica San-Sébastien, ça a aussi fait un DNF. Donc je crois que Pogačar il a fait 2 participations à la Classicoa et 2 DNF. Ouais. Mais Pogačar abandonné, c'est pour reprendre ce pattern, en fait, j'avais même fait un tableau 2023. Si on prend pas en compte 2024. 2023, bon, tout le podium, c'est que des mecs qui sortent pas du Tour de France. 2022, t'as Remco et Pavel qui sortent pas du Tour de France, et t'as Tish Bennett qui a fait un rôle de coéquipier pour Jonas Vingegaard sur le Tour de France. 2021, t'as Nelson Poles qui a fait un tour relativement anonyme. Matej Moric, qui a vraiment été acteur de ce Tour de France, et Honoré qui lui n'a pas fait le Tour de France. 2019, parce que 2020 n'a pas eu lieu à cause du Covid. 2019, Remco Evenepoel qui vient en n'ayant rien fait. Bravo. Big up à Benoît qui l'avait passé à 80 ce jour-là. Ouais. Greg Van Avermaet, acteur, Hirschi n'avait pas fait le Tour de France. 2018, Loulou, acteur, maillot à poids, de souvenir. Bauke Mollema avait aussi été acteur, je me souviens. Et Anthony Roux, lui, n'avait pas fait le Tour de France. 2017, Kwiatkowski, rôle de coéquipier de luxe pour Christopher Froome. Galopin et Bauke Mollema, acteurs. 2016, t'as Bauke Mollema qui... est-ce qu'on peut mettre qu'il participe au GC du Tour de France en sachant que la débauche d'énergie, c'était pour aller chercher un fond de top 15 de souvenirs. C'est pas ce qui est plus épuisant que par exemple un Bala qui va chercher la 3e place cette année-là et qui doit être dans le top 5 du Tour de France, quoi. Et Tony Galopin qui a fait un tour anonyme. 2015,
je vais descendre jusqu'à 2013. On s'arrêtera là. Yates, vainqueur. Qui fait c'est l'année où il fait 4 du Tour et maillot du meilleur jeune. Ouais, c'est ça. Acteur du Tour de France. Gilbert n'a pas fait le Tour de France et Bala a participé au classement général. Mais tu vois, tu peux participer au classement général et être l'un des protagonistes de la Classicoa. Gagner, c'est beaucoup plus compliqué. Et Valverde ne l'a fait qu'en 2014. 2014, où t'as Boko Mollema, qui est aussi un participant au GC du Tour de France et qui, là, va chercher une deuxième place, et un Joaquim Rodriguez qui a été acteur sur ce Tour de France. Et enfin, la dernière année, Tony Galopin qui fait un tour relativement assez anonyme, et Kreuziger et Bala qui, par rapport à ce coureur, se sont un peu bataillés sur le classement général, donc ont peut-être perdu la gagne de cette Classicoa sur cet aspect-là. Mais tu le vois, il y a majoritairement des mecs qui sortent du Tour de France, quoi. C'est 2013 ou 2014 qui va châter son maillot jaune Galopin sur le Tour? Non, je crois que c'est l'année d'avant, c'est 2013. Il fait 2013 maillot jaune et 2014 il gagne la Classica San-Sébastien. Enfin, il y a un décalage d'un an, je crois. Du coup, c'est 2013 qu'il la gagne. Totalement. Alors, on sait, Thibaut, que désormais, les coureurs réussissent à s'entraîner quasiment. Enfin, après, je pense quand même qu'il n'y a pas grand-chose qui permet de remplacer quand même un grand tour au niveau de la force. Après, il y a quand même une particularité cette année sur le Tour de France, c'est que on a eu du très mauvais temps sur la fin du Tour. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui peut aussi un peu peser sur les organismes? Ça dépend sur les organismes de qui, j'ai envie de te dire. Ça dépend vraiment intrinsèquement des coureurs. Il y a des coureurs, ça va peser sur leur organisme 2-3 jours. Au bout de 2 semaines, ce sera bon. C'est vraiment en fait l'aspect qu'est-ce qu'ils ont fait après ce Tour de France. Est-ce qu'ils se sont reposés, ils ont rechargé les batteries, est-ce qu'ils sont allés à droite à gauche, à des conférences, à des critériums, etc. Ils ont paradé, ils ont fêté, tu vois. Ça dépend vraiment de l'après Tour de France. Ouais, effectivement, Thibaut. Donc c'est pas, voilà, mais c'est intéressant. Voilà, quand c'est pas simple, de toute façon, quand c'est pas simple, c'est intéressant. Et aussi, moi, il y a quand même un fait important. T'en parlais tout à l'heure, hein, qui est quand même vraiment à prendre en compte, c'est cette réduction du kilométrage du parcours. On retire quand même à peu près, une bonne trentaine de bornes par rapport à d'habitude. Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Thibaut, on va rappeler que jouer avec excès comporte des risques. On fait du management de bankroll, on fait pas n'importe quoi. On essaye d'être propre sur sa bankroll. Thibaut, c'est l'heure des pronostics. Je t'écoute. Quel est ton prono pour cette Classica San-Sébastien 2025? La logique voudrait qu'on parte vers les Emiratis qui ont une équipe d'Avengers qui peuvent à peu près tout faire. Mais il y a quand même un collectif à les manager parce que Juan Ayuso va pas non plus se plier comme ça pour Isaac Del Toro, en sachant qu'en plus Ayuso n'a pas un vrai bon historique avec cette Classicoa. Alors, est-ce que c'est cette partie un peu vallonnée qui pèse dans ses jambes sur le premier passage sur la ligne? Peut-être, parce que souvent c'est dans le Jet Bell qu'il pète. Est-ce que ce sera bis repetita cette année? Je trouve que c'est un circuit qui, malgré son bon historique sur des Coupes de France, est totalement différent à cette période de l'année où en plus il est en préparation pour la Vuelta. Donc j'ai de grosses interrogations sur Juan Ayuso. Maintenant, sur les autres équipiers, on peut se poser la question. On a vu qu'un Jan Christen, ça a quand même des qualités. Mais est-ce que souvent ça se plie au rôle de coéquipier? C'est un peu un Marc Hirschi. Visiblement, les Suisses aiment bien jouer pour leurs pommes. Ah ouais, il est un peu perso. Ouais. Moi, il m'a mangé la feuille 2-3 fois là récemment, juste en faisant. Il y a les watts, mais il y a pas toujours les bons moves au bon moment, quoi. Bon, après, il y a des mecs qui savent se plier pour les autres. Donc de là à dire que Del Toro serait seul, non. Mais en fait, le voir au vu de sa forme tonitruante et de ses qualités, et surtout de son surnom, hein, c'est le petit Pogacar. Ultra favori, c'est pas surprenant. Est-ce que je me dirigerais sur lui? Non. Je partirais quand même sur un vainqueur parce que hormis Remco, et on va enlever Hirschi l'année dernière, parce qu'il y a quand même 3 semaines entre le Tour de France et la Classicoa l'année dernière. Hormis
hormis Remco, c'est toujours un mec du Tour de France qui s'est imposé parce qu'il a cette période de surcompensation du Grand Tour. Et je pense que je repartirai sur un acteur du Tour de France. Bah, moi aussi. moi aussi. Alors au niveau des cotations, on a Isaac Del Toro qui est favori à 2,50. Pour moi, c'est next. Juan Ayuso, effectivement, pas mal d'interrogations. Après, Thibaut, est-ce qu'on considère, toi, tu avais tendance un petit peu à exclure les mecs qui étaient véritablement acteurs du classement général. Donc, si on suit ta logique, qui peut être aussi la mienne, ça veut dire qu'on sort du jeu Oscar Only. Je pense qu'on va sortir Oscar Only pour deux raisons. Il a vécu un Tour de France épuisant physiquement. On l'a vu en plus sur la fin, ça commençait à peser dans les jambes. Et puis, il est acteur depuis le Tour de Suisse, donc ça commence à remonter. Et là, la fatigue devrait se faire très ressentir du côté d'Oscar Only. Je crois plus dans son équipe à un Frank Van Den Broek qui finit très bien le Tour de France qu'un Oscar Only. Tonton, tu vois, qui a joué le GC, j'y crois un peu plus parce que lui, il a joué peut-être un peu plus en dilettante qu'un Oscar Only. Et puis, on va se l'avouer, Tonton, s'il s'aligne là-dessus, même si son interview, elle est beaucoup plus décontracte, à l'habitude, on va dire, et il va vraiment là comme ça, son historique sur les courses d'un jour, même l'année dernière, quand il est, semble-t-il, un peu claqué au sol par rapport à ses années précédentes, sur les courses d'un jour, il sort pas du top 10, quoi. Il y a ça, il y a que aussi, souvent, Tonton, le Pays Basque, ça lui a quand même toujours bien réussi. On rappelle quand même, sur le parcours, on est assez proche de la fameuse étape d'Eibar, dans l'idée, qui est tout le temps la dernière étape du Tour du Pays Basque, où Tonton a souvent réalisé des masterclass sur cette étape. Donc les parcours du Pays Basque, c'est des temps d'ascension qui lui réussissent particulièrement bien. Oui, je pense qu'il n'avait pas vraiment de pression sur le classement général. Il a bien fini le Tour de France. Je suis assez d'accord. Pour Only, il a eu la pression de jouer le podium, de jouer le maillot blanc. Il avait la pression de l'équipe sur les épaules, donc c'est aussi une pression, une charge mentale qui peut être un peu compliquée. Roglic, je pense que la charge mentale, déjà, il est habitué, il en a vu d'autres, il en a vu des pires, donc je pense que la charge mentale, c'est pas réellement lui qui l'a eu à la Bora. Je pense que c'était beaucoup plus Florian Lipovitz. Donc moi je pars là-dessus, la victoire de Tonton Roglic. La cote elle est à 9 sur le Bookref. Il y aura du top 3 en couverture, donc je pense top 3 à mon avis ça va se trouver aux alentours de 2,75. Mais effectivement moi je serai sur la victoire de Primož Tonton Roglic et le top 3 qui va avec. Est-ce que dans ce profil Thibaut de mecs qui sortent du Tour de France, est-ce qu'il y a un autre nom qui te plaît? Moi je me dirigerai pas vers Tonton. Mais il y a un coureur qui s'est illustré sur ce Tour de France, qui a montré qu'il était en forme, qui sur les courses d'un jour est toujours excellent. Un peu comme Tonton en fait, sur les courses d'un jour souvent, et en plus qui lui correspondent à son profil assez punchy et très bon grimpeur. Il sort jamais du top 10. C'est peut-être même un mec qui est meilleur sur les courses d'un jour que sur les enchaînements de jours. Il a la primeur dans son équipe. Il a une équipe qui lui est entièrement dédiée, avec des capitaines de route qui connaissent par cœur ce type de circuit parce que certains sont basques. Alors, pourquoi ne pas aller vers Lenny Martinez? Ah ouais. Ouais, franchement, ouais. Putain, ouais, ça me plaît, ça. Franchement, ça me plaît. Non, carrément. En plus, Lenny Martinez, il est en plus très roublard sur ses courses d'un jour, très mesuré. C'est une course où, au-delà d'être fort physiquement, la Classicoa, on l'a souvent vu, faut être aussi assez malin tactiquement. Et oh putain, ça me plaît ça. Lenny Martinez, c'est un vieux de la vieille. Ouais, Lenny l'ancien quoi, on va l'appeler l'ancien quoi. Non, c'est vrai, il court comme un ancien. Ah oui, il court comme un ancien. J'aime pas beaucoup ça par certains moments, mais c'est un mec qui sait très bien. Il sait très bien musarder. Il sait très bien la mettre à l'envers, tu vois. Donc puis surtout les cols. Ça devrait. Les cols raides, court et raide. C'est simple, de toute façon, moi Lenny, je le compare à Porito en fait, dans ses caractéristiques.
à Joaquim Rodriguez. C'est pour moi exactement le même type de coureur, quoi. C'est des petits grimpeurs espagnols. Bon, il est français, hein, Lenny, hein, mais voilà, il a ses origines espagnoles. Mais c'est vraiment, ouais, carrément, ouais. 80, Lenny Martinez. Et bah écoute, ça sera emballé pesé avec tonton Roglic. Victoire et top 3. Pareil de mon côté. Ah ouais, ça, Lenny, c'est... Oui, mais évidemment, ça a du sens. Puis en plus, si ça commence à se taper entre la Bora, entre les UAE, lui, il va pas prendre de relais, il va se... Ouais. Puis ils vont pas... Ah ouais, puis moi, je trouve ça hallucinant qu'il soit côté si haut. Hein. C'est vraiment un parcours... Ah ouais, Thibaut. Ouais, je m'en veux de pas... Thibaut, je vais te dire un truc, je m'en veux de pas y avoir pensé. Je pensais que c'était l'un des premiers trucs sur lesquels tirer. Non, mais t'as raison. Non, mais ça coche. Lenny Martinez, sur le profil de coureur qu'on a donné, ça coche toutes les cases. Voilà, il y a voilà, ça coche. Alors après, le seul bémol, si on voulait trouver un bémol, est-ce que voilà, comme on est au Pays Basque, est-ce qu'on viendrait pas un petit peu jouer pour, je sais pas, Peyo Bilbao? En fait, t'as juste à aller lire la preview d'équipe. Ils ont annoncé que Lenny, elle était leur leader parce que il sortait d'un bon Tour de France et que c'est probablement celui à qui le circuit, ce parcours collait le mieux, qui pouvait profiter de l'expérience d'un Pello Bilbao. Bon après, les autres ont un peu leur carte, tu vois, possiblement, tu vois, si Lenny est un peu défaillant, genre Buitrago, il est présent, hein, je crois qu'il avait été mentionné dans la. Il n'est pas là. Bilbao, Caruso, Lenny Martinez. Miolevic. Ah non, c'est Tiberi, pardon. C'était Tiberi. Ouais, c'est Tiberi qui est aussi mentionné, où on dit que les boss peuvent lui correspondre et que Caruso avait éventuellement sa carte à jouer à partir de la marque kilométrique 175, mais que en fait Lenny c'était la carte privilégiée. Ouais, non mais Lenny. Ouais. Lenny. Je pense qu'il va bénéficier de ce phénomène de surcompensation. Je sais pas. Non, l'année dernière, c'est vrai qu'il n'était pas terrible à la fin, mais là, il vit un meilleur Tour de France. Sa fin de Tour de France est plutôt honnête, beaucoup plus honnête que l'année dernière où il a été il a été DNF sur la Classicoa. Non, je pense que il y a potentiellement quand même quelque chose à en tirer de positif du côté de Lenny. Ouais, Lenny. Ouais, je valide complètement. Je valide complètement Lenny Martinez. En plus, sur les jeunes coureurs, quand ils sortent de grands tours comme ça, ils prennent énormément de force. Je vais vite aller le prendre parce que je pense qu'une fois qu'on va avoir sorti le podcast, ça pour moi, ça a tellement de sens cette victoire de Lenny Martinez que ça va se casser la gueule. Est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît, Thibaut? Dans l'esprit, honnêtement, je vais te le dire, hein, mais je le prends absolument pas pour une raison, c'est il y a un coureur à qui ça aurait pu coller. Je pense c'est une aberration de dire ça, mais il y a un petit bonus derrière, tu vois, un petit bonus de motivation. Il arrive sur le Tour de France, la dernière étape, l'avant-dernière, il la fait pas parce que il participe pas à l'échappée, il a pas envie d'y aller parce que le mauvais temps et tout, ça l'a un peu dégoûté. La dernière étape, il a fait absolument pas, et en fait, je peux comprendre pourquoi il a fait pas, alors que ça aurait dû être un favori sur cette dernière étape du côté de Paris. Il avait absolument pas envie de se péter, de prendre le risque de se péter pour demander sa meuf en mariage sur les champs, tu vois. Ça aurait été très mal vu. La gueule en sang de demander sa meuf en mariage. Donc c'est pour ça qu'en fait il a fait l'étape en dilettante. Mais c'est pareil, Queen Simons, c'est un truc qui peut lui correspondre. Maintenant, c'est vrai que Queen Simons, il y a un truc qui me chagrine en fait pour cette Classicoa, c'est que en fait c'est une course qui se gagne à la fois physiquement et tactiquement. Faut la gagner à la force des jambes et avec la tête. Et ces deux conditions qui, pour moi, sont cumulatives. Le seul problème, c'est que Queen Simons, il en réunit qu'une. Il est extrêmement fort, il est extrêmement con. Ah bah, ouais. Ah, c'est un Trumpiste. Désolé, ami Trumpiste. Je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast. Mais non, mais oui. Oui. Ça, c'est...
Ça c'est sûr, que tactiquement va falloir un peu. Et puis bon, est-ce que il a pas aussi fêté sa demande en mariage avec sa femme? Enfin voilà, je veux dire, la demande en mariage, est-ce qu'il a pas derrière un poil déconnecté? Je sais pas. C'est possible. Et puis même, ils ont pu fêter le maillot vert, par exemple, de Jonathan Milan. Donc il peut y avoir eu un gros relâchement de ce côté-là. Donc je vais l'éliminer. Il y a quand même des coureurs qui n'ont pas fait le Tour de France qui me posent question et qui tournent bien en ce moment. Il n'y a pas que il y a pas que notre ami Del Toro qui tourne bien. Il y a quand même un coureur qui s'est extrêmement bien montré en début de saison du côté des courses d'un jour, c'était Scaroni. Maintenant, c'est vrai que quand tu passais en fait l'étape de la 1.1 à la World Tour sur une course d'un jour, Scaroni était peut-être un peu plus effacé. Et c'est peut-être là où je pense que je vais attendre de voir un step-up. Oui, il a gagné sur le Giro qui est une World Tour, mais ça reste une course avec plusieurs occasions, tu vois. Et c'est un peu pour le moment le problème de Scaroni, c'est que sur les courses d'un jour, on va dire, il est excellent, mais c'est un Arnaud Delis. Faut qu'il passe le cap du World Tour. Ouais. Ah, pour revenir sur Scaroni, il a dit qu'il visait l'Arctic of Norway. Il a vraiment des objectifs dessus. Où en plus souvent il fait assez froid, même en plein mois d'août. Donc il est sur cet objectif. Et ouais. Et Arnaud Delis, il est sur non, Arnaud Delis, il est pas sur la Classico. Non, la Lotto n'y est pas, je crois. Non. Juste, je vais regarder un autre. À combien il est coté pour anticiper. Moi, ce sera peut-être pas haut, mais à mon avis, ça peut être intéressant en top 10. Je vais juste regarder son historique dessus parce qu'il envoie quand même. La Classica Saint-Sébastien, elle est là. On va filtrer un peu les résultats. Bon, alors 2017, 2019, 2022, 2023. 2017, 9e. 2019, DNF. 2022, 3e. 2023, 10e. C'est un mec que je ciblerai pour les top 10, en sachant qu'en plus, il a le leadership dans son équipe. Tige Benoît, c'est un profil qui lui convient bien. Oui, c'est un style de course qui lui convient bien. Totalement. Et pour moi, en fait, c'est un coureur que tu peux cibler en top 10. Totalement. À voir les cotations, mais c'est un mec à cibler. Totalement, Thibaut. Et écoute, on va faire un petit peu le récap des pronostics pour terminer ce podcast. Thibaut. Je vais encore me laisser le temps de la réflexion sur Tonton parce que honnêtement, s'il s'ajoute, ce qui me chagrine en fait, c'est que sa présence n'est peut-être même pas augmenté la cote de Del Toro. C'est un peu chagrinant. Mais c'est pareil, hein, c'est un vieux de la vieille, un petit roublard. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, est-ce que je le vois battre sur un sprint plat, potentiellement un petit comité de 2-3 personnes? Je suis pas sûr. Donc je vais me laisser le temps de la réflexion sur Roro, mais je pense ne pas le prendre. Mais en tout cas, moi, je pars sur une victoire et un podium de Lenny Martinez. Moi pareil, il y aura la victoire de Lenny à 80. J'ai même 80, je vais peut-être même Boukref, un petit 0,03% de bankroll, parce que je le sens bien au niveau de la victoire. Et puis après, je répartirai peut-être un petit podium. On va voir, je pense que les podiums, ça sera à mon avis aux alentours de 12-15, donc peut-être un petit 0,05 ou 0,07 dans ces eaux-là. Je pense que même à voir suivant le drop, mais même un top 10, ça se réfléchit. Hein. Ouais, aussi, ouais. Bon, top 1, top 3. Sur les courses d'un jour, non, mais c'est souvent, vrai. il fait mouche, en fait. Et sur Tonton, ça sera mise plus raisonnée, donc la victoire à 9. Je pense à mon avis le top 3, ça sera aux alentours de 2,75, donc ça sera du 0,1% de bankroll. Tonton, ça sera plus de la protection, on va dire, et une victoire peut-être à 0,03, un truc comme ça. Donc voilà, donc petite mise sur Tonton par rapport à la cote, et peut-être même une mise équivalente sur Lenny Martinez en qui j'ai une confiance un petit peu plus importante sur ce Tour du Pays Basque. Thibaut, merci beaucoup pour ce coup tordu. Il y a de la prévue en ce moment sur Vélo Futé ?
Ouais, mais pas de mon côté. Je pense qu'on se retrouvera vers la Vuelta. Par contre, il y a un truc qui me fait tiquer là. Je regarde, parce que c'était sur PS38. Du coup, je regarde quand même les match-up. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quand je te parlais tout à l'heure de Frank Van Den Broek, je parle de son match-up, mais de toute façon, je sais que maintenant tu mets les match-up de côté. Mais déjà, c'est un match-up qui me posait question du côté du W, parce que il est outsider face à Jan Christen. Jan Christen, je suis pas sûr que il ait même la primeur tactique dans son équipe. Je pense que malgré son côté assez selfish, ça restera un toutou. Frank Van Den Broek, il finit très bien le tour. Après, peut-être un bête Frank Van Den Broek top 10 remboursé qu'il y est pas, tu vois. Mais je pense que il doit finir devant. Il est outsider à 2-2, en sachant que sur le ref, il est à l'équilibre. Et sur le PS, il est même favori. Ouais, non, mais ça a du sens. En plus, c'est vrai que on peut aussi jouer un petit peu sur ces règles en ANJ, les match-up. Quand les deux sont pas top 10, ça rembourse les match-up. Quand vous en prenez un et que vous êtes sûr qu'il y en a un qui vous êtes sûr et certain qui sera pas dans le top 10, ça veut dire que vous êtes quasiment en free bet en fait. Après, c'est dommage en fait que ce soit remboursé en France, parce que honnêtement, en fait, il y avait presque une situation de surbet. Parce que vu que Jan Christen est outsider du côté de PS38, le mec qui voulait pas se prendre la tête, il prenait PS38 38 à 2,10 et Wina à 2,20. Mais le truc, c'est qu'en fait, Wina, tu peux être remboursé et PS38, tu peux être perdant. Donc, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant de faire un arbitrage dessus, tu vois. Mais si ça avait pas été remboursé en France, tu vois, avec le cas du hors top 10, ça aurait été une situation parfaite d'arbitrage. Totalement, Thibaut. Bon, écoute, je crois qu'on ça permet au moins d'expliquer cet aspect. Exactement. C'est vrai que ces histoires de top 10 remboursés, là, il y a peut-être des petits trucs à... peut-être regarder un petit peu tout ça. Bon, écoute, je crois qu'on s'est fait une belle classique San-Sébastien, Thibaut. Ouais, carrément. C'était sympa. Je regarde en même temps du côté des Belges, parce que il y en a certains qui peuvent avoir les deux. Et ça se trouve, il y a vraiment une situation réelle d'arbitrage avec des bookies étrangers sur ce match-up spécifique. Pour ceux qui peuvent les prendre, bien évidemment, les francophones de l'étranger. Ok, je vous annonce que... Ouais, tu vois. Ouais, dis-moi. Tu vois, du côté du book sur lequel on faisait des previews sur Twitch, il est à 2,20 aussi. Donc d'accord. Là, par exemple, un Belge qu'aurait LAD et qu'aurait PS38, il pourrait faire un arbitrage parfait. D'accord, chez Gilou, voilà. Voilà, chez Gilou. Après, chez Gilou, faut pas être limité, tu vois, mais en fonction de ta limite, tu vois, tu peux aller dégager un bénéfice certain. Pour aller boire après des bières avec Gilou, en rappelant que faut le faire avec modération, évidemment. Non, mais tu vois, si t'as les deux books et que tu veux pas te prendre la tête et que tu veux être sûr de faire de l'argent, même si c'est 2-3 euros, tu peux prendre tes 2-3 euros sans trembler. Merci beaucoup Thibaut pour ce coup tordu. Je vous annonce à tous que la semaine prochaine on se retrouvera, il y aura probablement un épisode dimanche soir pour le Tour de Pologne. Thibaut, si t'es dans le coin, n'hésite pas, tu es le bienvenu, le bar est ouvert évidemment. Voilà, il y a un beau petit programme de toute façon qui va nous amener jusqu'à la Vuelta. Une preview pour le Tour de Pologne, probablement dimanche soir. Peut-être pas tous les jours sur le Tour de Pologne, mais il y aura aussi, on se retrouvera également dans le cours de la semaine pour cette course World Tour qui n'est pas la plus sexy du calendrier World Tour, mais sur laquelle il y a toujours des petites choses intéressantes comme d'hab. Merci beaucoup Thibaut, on rappelle qu'on te retrouve sur ton compte Twitter Thibaut Chambre, Enzo qui pouponne également son deuxième petit garçon sur son compte Analyste Phoenix, c'est prévu sur son compte The Big Gear, et puis on est présent sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur X également. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre s'il y a des réflexions, s'il y a des choses à dire. Vous êtes tous les bienvenus. Merci Thibaut et merci à tous. Allez, merci à toi et merci à tous.